Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. En ce début de 21e siècle, à l'heure de la matérialité, de la rationalité, à l'heure où la possession de biens est plus importante que la recherche de spiritualité, certaines personnes persistent à se demander si les origines troubles de notre espèce, l'Homo sapiens sapiens, ne pourraient pas avoir une explication différente de celles qui nous sont aujourd'hui présentées, pour ne pas dire imposées. La première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi se pose-t-on cette question? Pourquoi l'homme s'interroge-t-il sur ses origines? Et c'est la réponse à ce questionnement qui va, en partie, expliquer les deux grandes visions aujourd'hui annoncées. De façon factuelle, l'homme, en tant qu'espèce présente sur cette planète, est à part du reste des espèces vivantes de la biodiversité de la Terre. De par son développement, son intelligence, alors pas pour tous, je suis d'accord, de par ce qu'il a créé matériellement et spirituellement, que ce soit les idéologies, la pensée, la réflexion, l'écriture, les arts, les sciences, ou la réalisation et la création matérielle aboutissant à la technologie, l'homme est indéniablement différent des autres espèces. Et sans aller jusqu'à dire qu'il est au sommet, disons qu'il est clairement à part. Et on peut donc se demander légitimement les raisons qui ont poussé notre espèce à en arriver à ce point de différenciation avec les autres. Pour simplifier à l'extrême, il existe deux grandes visions dominantes quant à nos origines, deux parties idéologiques, que sont la vision religieuse monothéiste et la vision scientifique. Pour le monothéisme, les trois grandes religions de notre époque sont à peu près d'accord. L'homme aurait été créé par Dieu, une entité divine, unique, omniprésente et omnisciente. Nous serions donc faits à son image, d'après sa seule volonté, et au terme de multiples péripéties, bannissement du jardin d'Éden, déluge, tour de Babel et autres, l'humanité en serait arrivée là où nous sommes. En opposition à cette vision religieuse, nous avons le postulat scientifique cartésien factuel qui tente d'affirmer que notre espèce est le fruit d'une longue évolution naturelle, d'une suite de mutations génétiques et d'adaptations multiples à notre environnement. Cette vision balaye totalement l'idée d'une source créatrice intelligente extérieure et se base sur les multiples lois naturelles, physiques et chimiques régissant le monde, ainsi que sur une bonne part de hasard. N'étant ni scientifique ni croyant en une religion monothéiste, je me suis donc posé une question simple. Comment peut-on prouver les origines de l'homme? Bah oui, parce que d'une façon ou d'une autre, il doit bien être possible de déterminer si nous avons été créés par une force extérieure ou si nous sommes le résultat, à cet instant précis, d'une ligne évolutive liée au simple hasard des lois naturelles. Le problème majeur, c'est que dans les deux cas, les visions proposées comportent de gros manques, des lacunes, qui ne peuvent pas expliquer intégralement les fondements mêmes de leur vision. La science peine à démontrer la suite complète de l'évolution qu'elle propose, la succession des espèces d'hominidés connues, retrouvées ou inventées parfois, ne permet pas de faire apparaître comme une vérité absolue sa vision de notre espèce. Le bond évolutif qu'a connu l'homme durant ces dernières dizaines de milliers d'années ne trouve pas de réponse concrète. La quantité de mutations génétiques nécessaires au passage des hominidés plus primitifs à l'état actuel, engendrant des bouleversements radicaux, tant cérébraux, physiques que psychologiques, ne trouve pas de réponse dans les études, recherches et observations scientifiques. A l'inverse, ce même bond évolutif s'explique parfaitement dans la vision religieuse monothéiste actuelle, puisque l'homme ayant été créé à l'image de Dieu, cela explique pourquoi notre espèce est indéniablement différente de la biodiversité terrestre. A contrario,
puisque d'après cette vision, l'homme fut créé tel qu'il est aujourd'hui, en une fois et sans modification ultérieure, cela n'explique pas les différentes espèces d'hominidés existantes, ou du moins ayant existé il y a déjà un certain temps. Bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ce que l'un affirme, l'autre le démonte, et vice-versa, mais sans pouvoir répondre formellement à la question initiale. Ces deux visions dominantes semblent donc avoir leurs arguments, mais également leurs contradictions et leurs manques. Alors, où trouver les informations? Où trouver la réponse à ce questionnement idéologique fondamental de notre existence même? Quand on cherche des informations, on se tourne naturellement vers une source de documentation, de connaissances, un lieu où le savoir réuni va nous permettre de pouvoir trouver la réponse à ce que l'on cherche. L'humanité écrit, stocke et emmagasine des informations et des connaissances depuis des millénaires, et il paraîtrait donc logique de se tourner vers cette multitude de savoirs. La somme colossale d'œuvres littéraires engendrées par les hommes, véritable recueil d'informations multimillénaires, abritées et sauvegardées dans des bibliothèques, des encyclopédies ou sur des serveurs numériques, bah oui, on est au XXIe siècle quand même, semble donc être l'une des pistes à explorer. Mais pourtant, il existe une autre forme d'information, encore plus vaste et plus riche que la connaissance multimillénaire des hommes. Il existe une forme de stockage de l'information plus performante et fiable que tout ce que l'humanité a pu mettre en place, créer ou imaginer. Cette source d'information inégalée n'est pourtant pas le fruit de la réflexion humaine ou de la technologie. Elle se trouve tout simplement, pour ne pas dire naturellement, en chaque être vivant, au cœur même de chacune des cellules, invisible mais pourtant indispensable à la vie, l'ADN. En effet, les dernières décennies nous ont offert la possibilité technologique de découvrir et d'entrevoir l'existence, le potentiel et la formidable complexité de ce qui détermine chaque critère du vivant. L'ADN, acide désoxyribonucléique, donc on se limitera à ADN, s'est révélé être le moyen le plus complexe et étendu de stocker de l'information. Ces deux minuscules brins d'acides aminés entrelacés, minutieusement enfouis au cœur des noyaux de chaque cellule, contiennent plus d'informations qu'une encyclopédie complète. Chaque caractéristique de l'être auquel ils se rapportent, physique ou psychologique, sont inscrits dans ce code biologique mystérieux. Mais la quantité d'informations va au-delà de ce que la pensée commune admet. L'ADN est généralement décrit comme permettant d'établir les critères d'un individu, sa taille, pigmentation, pilosité, couleur des yeux et l'ensemble de ses caractères morphologiques. Mais l'ADN détermine également les critères psychologiques d'une personne, sans oublier la somme phénoménale d'informations nécessaires à la construction physique d'un être, à l'assemblage de chaque cellule formant toutes ensemble l'entité vivante. Toutes les informations, tout le schéma d'assemblage, de coopération biologique entre chaque cellule, chaque organe, est donc soigneusement inscrit dans l'ADN. Et nous pouvons également ajouter à cela ce qui était encore considéré il y a quelques années comme une notion vague et totalement immatérielle, l'instinct. Car oui, l'instinct, cette notion de savoir inné, de connaissance liée intrinsèquement à un être, est désormais considérée comme étant en réalité une mémoire génétique, une information contenue elle aussi dans cet assemblage à la fois simple et terriblement complexe. Alors, tout ça c'est bien gentil, mais concrètement, c'est quoi l'ADN? À quoi ça ressemble et surtout comment c'est foutu? Parce que bon, je suis ni scientifique ni généticien moi. Pour simplifier au maximum, en évitant tous les noms imprononçables à coucher dehors, et pour juste essayer d'entrevoir le fonctionnement de cette mécanique biologique de pointe, tout repose sur 4 acides aminés. Généralement assimilés à 4 lettres, A, T, G et C, ces 4 acides aminés vont former la base du code génétique, et en fonction de leur assemblage, en fonction de leur positionnement, de leur emplacement, la lecture finale d'un brin d'ADN donnera un résultat différent. En fait, c'est exactement comme les lettres de l'alphabet. En fonction de leur positionnement, le résultat final donnera un mot ou un autre. Par exemple, si vous prenez ces lettres précises de l'alphabet, en fonction de leur ordre de placement et donc de lecture, vous pouvez obtenir soit manioc, soit camion. Le résultat final est donc totalement différent. Pourtant, la base était identique. Eh bien, pour l'ADN, c'est un peu pareil.
Et c'est donc le positionnement de chacun de ces quatre acides aminés qui va permettre de donner naissance à une bactérie, une mouche, une banane, une patate, un éléphant ou un humain. Du coup, pour assembler tout ça, ces paires de quatre molécules sont disposées sous forme de chaînes, formant une double hélice spiralée, l'image commune d'un brin d'ADN quoi. Et c'est de par cet assemblage précis que vont pouvoir naître les cellules du vivant, leur réplication, leur collaboration, leur union, formant ensuite des organes, des tissus, eux-mêmes informés par l'ADN de leur utilité les uns avec les autres, donnant ainsi naissance à des êtres vivants complexes. Même si on se limitait à cette vision purement physique du savoir génétique, la somme d'informations contenues dans ce brin d'ADN est juste monumentale. On est quand même bien loin d'un vulgaire plan de montage d'un meuble Ikea. Pour mieux comprendre l'étendue de la somme d'informations contenues dans l'ADN, il faut quand même se rappeler que cela fait maintenant plus de 60 ans que nos meilleurs scientifiques, des généticiens de pointe au cursus impressionnant, travaillent d'arrache-pied pour tenter de décoder ce mystère biologique. Plus de 6 décennies à essayer de comprendre, de savoir comment et pourquoi ce mécanisme fonctionne, et quelles en sont les applications sur le vivant. Pour vous donner une petite idée, en 60 ans, l'humanité est passée du téléphone filaire au smartphone. On est passé de la cartographie papier au GPS par satellite sur écran tactile, ou encore du livre à Internet. Et pendant que les hommes faisaient un véritable bond technologique, pendant que le progrès scientifique propulsait l'humanité à un niveau encore jamais espéré, le décodage du génome, la compréhension de notre propre ADN, de notre fichier source, restait encore et toujours un mystère tant sa complexité est impressionnante. Mais rassurez-vous, ces scientifiques et généticiens de talent ont tout de même ouvert une voie dans laquelle, si l'on peut lire entre les lignes, la réponse aux origines de l'homme peut peut-être être aperçue. Là où la vie est ironique, c'est que ces découvertes vont venir corroborer certains des textes antiques fondateurs de notre civilisation et de notre espèce. Mais avant d'aborder ces points, il va falloir revenir sur quelques idées préconçues et faussement admises dans l'esprit collectif. Il y a encore quelques années seulement, il était admis de par la communauté scientifique que près de 98% du génome était de l'ADN poubelle. Il n'y avait donc officiellement que 1 à 2% de notre génome d'utile, le reste n'étant que du remplissage génétique. Vous rendez-vous compte de la valeur intellectuelle de cette information? Cela signifie que les plus brillants chercheurs, les meilleurs scientifiques et spécialistes mondiaux dans ce domaine ont considéré et affirmé comme une vérité que 98% du code biologique qui permet de matérialiser la vie était inutile. C'est exactement comme si vous preniez une encyclopédie du savoir de l'humanité et que vous décidiez que seulement les 10 premières pages du premier livre étaient intéressantes, et que tout le reste, soit pratiquement l'ensemble des ouvrages, était bon à jeter à la poubelle. Alors, je sais que je ne suis pas scientifique ni compétent en quelque domaine de recherche que ce soit, et que je n'ai donc aucune légitimité ni autorité dans ce domaine. Mais honnêtement, au vu de la complexité et de la merveille de conception biologique que représente l'ADN, et de son lien indispensable à la création et au maintien de la vie elle-même, comment a-t-il été possible d'envisager que seulement 2% de ce code soit utile et de négliger la quasi-totalité de ces informations? Personnellement, je trouve cette vision et cette façon de penser extrêmement réductrice intellectuellement et totalement irrespectueuse envers la beauté et la grandeur de la vie. Mais bon, ça n'engage que moi. Alors, heureusement, comme l'a dit Bouddha, l'impermanence est la seule loi universelle. Et donc, les choses évoluent, changent, et les nouvelles générations de chercheurs, bah oui, vous imaginez bien que sur plus de 60 ans de recherche, il y a eu du sang frais qui est arrivé. Bref, ces nouvelles générations donc ont enfin apporté de nouvelles visions, de nouvelles recherches, et donc de nouvelles informations sur ce mystérieux ADN. Si l'on se base uniquement sur les théories scientifiques actuelles, celles officiellement prises en compte et enseignées, on constate que le fer de lance de l'idéologie scientifique cartésienne, la théorie de l'évolution darwinienne, ainsi que les multiples modifications lui ayant été apportées au cours des dernières décennies, ne permet pas d'expliquer le bond évolutif de notre espèce.
L'évolution, au sens darwinien du terme, impose dans sa conception naturelle des mutations légères et surtout lentes, voire très lentes, induisant par conséquent une durée d'évolution extrêmement longue, s'échelonnant sur plusieurs millions d'années. Or, l'Homo sapiens, autrement dit nous, a évolué rapidement de façon fulgurante, en seulement quelques centaines de milliers d'années, voire dizaines de milliers d'années. Ce bond évolutif inexplicable fut d'ailleurs attribué et incarné par la science en la personne du chaînon manquant, comprenez une ou plusieurs espèces d'hominidés qui, par leur découverte, permettraient de faire un lien direct et construit entre les espèces d'hominidés plus primitives et l'homme moderne. Alors, on dit une ou plusieurs espèces de chaînons manquants, mais bon, soyons d'accord sur un point. S'il est déjà pour l'instant impossible de retrouver ne serait-ce qu'une seule espèce correspondant à un chaînon manquant, on est bien d'accord que s'il y en avait eu plusieurs, la probabilité de les avoir déjà découvertes rendrait cette hypothèse encore plus bancale. Bah ouais, parce que si on n'en retrouve déjà pas un, comment expliquer qu'on n'en retrouve pas un sur 10 par exemple? Du coup, la science ne parvenant pas à établir officiellement une liaison génétique entre les espèces ayant conduit à l'apparition de l'Homo sapiens, certains archéologues, peu scrupuleux et à la déontologie douteuse, ont été jusqu'à créer frauduleusement de fausses espèces, dans le but de prouver, par le mensonge, la véracité de la science. Ce fut notamment le cas au XXe siècle avec la pseudo-découverte de l'Homo dawsoni, également appelé l'homme de Piltdown, présenté comme étant la preuve de l'évolution humaine et le fameux chaînon manquant. Des analyses plus poussées au milieu du siècle dernier ont permis de démontrer qu'il ne s'agissait en réalité que d'un assemblage de différents ossements mélangeant Homo sapiens et orang-outan. Si cette aventure frauduleuse reste anecdotique, elle met pourtant à mal la crédibilité de la science et ne permet que difficilement d'accorder notre entière confiance aux scientifiques. Mais là où ce questionnement sur le bond évolutif de l'Homo sapiens devient intéressant, c'est quand on se penche sur les textes antiques, les écrits multimillénaires retraçant la grande aventure de la création de l'homme. Par exemple, et de façon totalement inopinée, si l'on prend les plus anciens textes connus de l'humanité, ceux de la grande civilisation mésopotamienne de Sumer, remontant à plus de 5500 ans, on constate que ce fameux bond évolutif, marqué par le chaînon manquant, ce trou dans l'échelle de l'évolution, est expliqué par l'intervention des dieux Anunnaki sur le génome des premiers hominidés de la Terre. Pour vous faire un résumé sommaire de cette magnifique et terriblement précise épopée, ou pour ceux qui n'auraient encore jamais vu une de mes vidéos, bah oui, il faut avouer que j'en parle quand même tout le temps. Les dieux Anunnaki, venant d'une autre planète, auraient, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, modifié par hybridation génétique leur propre génome avec celui des hominidés primitifs de la Terre. Et après quelques tentatives, 7 pour être précis, ils donnèrent naissance à notre espèce, l'Homo sapiens. Donc pour résumer, ils sont venus sur Terre, ont trouvé les premiers êtres du genre Homo, type Lucie, notre super arrière-grand-mère à tous, ont mixé leur ADN avec et ont créé l'homme. Ce récit, vieux de plus de 5 millénaires, écrit dans une langue dont aucune origine n'est connue, explique parfaitement le fameux bond évolutif de notre espèce. Les Anunnaki, bien plus évolués chronologiquement que nos ancêtres terrestres, mais pourtant génétiquement très proches, ont engendré ce bond évolutif par l'insertion de leur génome dans la nouvelle espèce créée. Les hommes ainsi créés étaient alors doués d'un larynx permettant l'élocution et donc la parole. Ils possédaient un cerveau plus volumineux, une posture plus droite, un meilleur maintien, une meilleure préhension et la capacité d'utiliser des outils et surtout de les créer, et donc de pouvoir agir sur leur environnement, devenant ainsi l'espèce dominante de cette planète. Cela explique également l'absence du chaînon manquant de la science toute-puissante, car ce bond évolutif n'étant pas lié à l'évolution naturelle, mais à la manipulation génétique et à l'hybridation, le ou les chaînons manquants sont tout simplement inexistants. C'est parfois étrange de constater comment un texte vieux de plus de 5000 ans peut répondre simplement à nos questions modernes, vous trouvez pas? Alors, calmez-vous les furieux, je vous entends déjà.
Oui, mais alors, comment tu peux expliquer tout ça avec des preuves factuelles et sérieuses? Parce que là, tes histoires d'extraterrestres spécialistes en génétique et créateurs de l'humanité, c'est bien gentil pour un blockbuster hollywoodien, mais nous, on vit dans la vraie vie, dans la réalité. Et bien justement, c'est là aussi que les recherches récentes menées par des personnes non assujetties aux dogmes sociétaux et même par des scientifiques de renom vont pouvoir venir étayer tout ça. Prenons par exemple les travaux magistraux de Bleuette Dillot. En plus, Cocorico, pour une fois, c'est une Française. Cette femme fort sympathique et très érudite, romancière, chercheuse en histoire et conférencière, a notamment publié dans ses 4 ouvrages sur la jeunesse de l'humanité des études et recherches particulièrement troublantes et, pour le coup, totalement factuelles et en relation directe avec les textes antiques de Sumer. Bleuette Dillot démontre notamment que notre espèce a connu au moins 2 bonds évolutifs. Le premier au néolithique, engendrant des bouleversements sociaux, intellectuels, le langage et la conceptualisation d'un monde non matériel, de la spiritualité. Et le second remontant à seulement 12 000 ans, qui a donné naissance à l'homme moderne que nous sommes, avec un accroissement brutal de la masse cérébrale et le développement de nombreuses facultés qui y sont liées, comme la maîtrise et la transmission de connaissances, les sciences, la médecine, les mathématiques, l'art, l'architecture, l'agriculture, l'élevage, qui engendreront notre propre civilisation, celle dont nous sommes directement les descendants. Ces 2 bonds évolutifs cités par Bleuette-Dillot sont génétiquement visibles et marqués dans la continuité des gènes des êtres humains, sans pour autant être explicables de façon rationnelle et factuelle. Nous avons donc un résultat incontestable, les bonds évolutifs de notre espèce, mais sans aucune explication naturelle ou scientifique. La logique voudrait en effet que ce type de modification radicale soit réalisé sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, ce qui n'est visiblement pas le cas puisque les marqueurs génétiques sont chronologiquement extrêmement proches, entrant donc en totale opposition avec les théories et les lois naturelles en vigueur. De plus, l'évolution et la sélection naturelle telles qu'elles sont admises aujourd'hui ne justifient absolument pas de telles évolutions. Ces bonds évolutifs et les apports qu'ils ont générés à notre espèce vont bien au-delà de la simple nécessité d'adaptation à un milieu ou à un environnement. Pourtant, ces faits entrent en totale adéquation avec les textes antiques de Sumer et correspondent aux modifications génétiques apportées aux espèces humaines engendrées par l'hybridation et l'amélioration génétique, réalisées par les Anunnaki et en particulier par Enki pour donner naissance aux hommes. De plus, la dernière date annoncée par Bleuette-Dillot, 12 000 ans, correspond parfaitement avec la chronologie d'un événement majeur recensé dans notre culture moderne, ainsi que dans les écrits antiques, que nous pourrons assimiler au déluge biblique. D'après ces textes antiques, il y a environ 12 000 ans, les Anunnaki ont tenté de supprimer l'humanité, devenue incontrôlable démographiquement. Pour ce faire, une destruction par les eaux fut mise en place, éradiquant la quasi-totalité de l'humanité de cette époque. Seuls quelques humains, choisis méticuleusement par Enki, le créateur de l'humanité, parvinrent à survivre en fabriquant une embarcation sur les conseils d'Enki qui ne voulait pas voir sa plus belle création disparaître. Ça vous rappelle rien, ça? Bref, suite à cet événement catastrophique pour notre espèce, les dieux Anunnaki décidèrent de libérer les hommes de leur emprise et de les laisser vivre leur vie sur Terre, afin qu'ils puissent reconstruire leur propre civilisation. Et c'est justement à ce moment précis que le marqueur génétique nous indique un bond évolutif de nos capacités cérébrales, ayant entraîné l'humanité que nous connaissons aujourd'hui. Il semblerait donc que les découvertes et analyses de Bleuette-Dillot viennent appuyer les plus anciens textes de l'humanité, et qu'ils posent une vérité factuelle sur ce qui n'était jusqu'alors que de la mythologie antique. Pour toutes celles et ceux qui trouveraient que Bleuette-Dillot ne fait pas assez scientifique officiel, et que donc ses recherches ne peuvent pas être prises en considération, le professeur en génétique de l'université d'Oxford, Brian Sykes, a réalisé un essai intitulé « Les 7 filles d'Ève ». En analysant l'ADN d'Otzi, vous savez, cette momie congelée vieille de plus de 5000 ans, retrouvée au tout début des années 90 dans un glacier des Alpes, Brian Sykes, cet expert en génétique, est parvenu à déduire que tous les Européens descendaient de seulement 7 femmes.
d'où le titre de son essai, Les 7 filles d'Ève. Cette recherche fut menée en se basant exclusivement sur l'ADN mitochondrial, une molécule présente dans toutes les cellules humaines, mais transmise exclusivement par la mère. Cet ADN possède la particularité d'être extrêmement stable dans le temps et de ne subir quasiment aucune modification. Étant transmis aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais ne pouvant être transmis que par la mère, l'ADN mitochondrial permet ainsi de retracer la lignée matriarcale avec certitude. Brian Sykes a donc pu en déduire les origines premières des peuples d'Europe, d'où était originaire la fameuse momie congelée Odzi, et en est arrivé à la conclusion que les Européens descendaient de 7 femmes originelles. Ce fait scientifique va, une fois de plus, être mis en relation avec les textes antiques, et encore une fois avec ceux de Sumer. Si l'on se reporte aux écrits mésopotamiens, la création de l'homme, et donc de notre espèce, fut réalisée par Enki en utilisant 7 femmes Anunnaki, les 7 déesses mères de l'humanité, afin de porter les premiers hybrides, donnant ainsi naissance à l'espèce humaine. Mais le lien avec les 7 filles d'Ève du professeur Brian Sykes ne s'arrête pas là, puisque les textes multimillénaires de Mésopotamie nous stipulent également que 7 générations furent nécessaires afin d'aboutir à l'Homo sapiens, et donc à notre espèce. Nous avons donc encore ici 2 liens directs entre les découvertes scientifiques modernes se rapportant à notre ADN et les écrits antiques relatant la création de notre espèce. Que ce soit directement par le nombre de mères utilisé par Enki pour donner naissance aux premiers hommes, ou bien au nombre de générations et de créations nécessaires pour aboutir à notre humanité, il semblerait bien, une fois de plus, que notre ADN détienne une partie de la réponse. Parlons maintenant un peu de chiffres, car dans ce domaine, l'ADN est également particulièrement troublant. Le décodage de notre génome a mis en évidence des données qui ne font au final que défaire les théories scientifiques pour venir appuyer les visions antiques et les textes premiers de notre civilisation. Notre génome comporte 223 gènes n'ayant absolument aucun prédécesseur sur la grande chaîne de l'évolution génétique. Cela signifie que 223 gènes composant notre code génétique, notre matrice biologique, ne sont reliés à aucun autre les ayant normalement et naturellement précédés. Donc, ces 223 gènes devraient, si l'on en croit les théories admises par les lois naturelles, être subitement apparus dans le génome, en étant d'office fonctionnels et utilisables de façon à apporter un gain sur l'évolution, sans engendrer de tare génétique, de malformation morphologique ou cérébrale, ou de dégénération quelconque, et surtout sans laisser aucune trace sur leur origine, des gènes desquels ils auraient été issus. Pour information, la différence entre le génome des chimpanzés et celui de l'homme se reporte sur seulement 300 gènes. Autrement dit, avec seulement 300 gènes différents, on passe d'un singe à un humain. Ces 223 gènes sans prédécesseur sont donc déterminants dans la différenciation de l'être humain face au règne animal. Alors, encore une fois, je ne suis ni généticien ni expert, mais honnêtement, de vous à moi, ça semble pas un peu hasardeux tout ça? On pourrait également relever que de façon symbolique, en numérologie, le chiffre 223 se rapporte au chiffre 7, étant le chiffre de la spiritualité, de l'éveil, de l'élévation spirituelle. Mais bon, là, c'est vraiment pas le sujet. Le plus étonnant avec ces 223 gènes si particuliers est qu'ils sont pratiquement tous localisés dans le chromosome 21 de notre ADN, comme si quelqu'un avait voulu remplacer une disquette du programme pour y apporter des modifications précises. Le Canadien Steven Scherrer, directeur de recherche au Centre de séquençage du génome humain, a d'ailleurs fait remarquer que ce bond allait à l'encontre des théories actuelles sur l'évolutionnisme. En 2002, une étude scientifique a démontré que, depuis la séparation génétique des branches entre les singes et les hominidés, il y a environ 6 millions d'années, l'humanité a acquis 3 nouveaux gènes sur les chromosomes 12 et 22, liés directement à des facultés propres à l'humanité, telles que la parole, l'élocution et la masse cérébrale.
Ces gènes uniques à notre espèce ont la particularité d'évoluer 3 fois plus vite que les gènes communs, offrant donc une capacité d'adaptation et de modification unique dans le règne du vivant, et permettant à l'être humain de se placer génétiquement loin devant les autres formes de vie de notre planète. De par leur singularité et leur lignée inexplicable par les théories officielles actuelles, ces 3 gènes si particuliers et uniques aux hommes pourraient être la preuve d'une action exogénétique sur le génome humain, et donc la preuve d'une intervention volontaire et extérieure ayant pour but l'amélioration du code génétique de notre espèce, tel que mentionné dans les textes mésopotamiens. Pour simplifier à l'extrême, ces 3 gènes pourraient être la preuve qu'Enki, le créateur de l'humanité, est bel et bien intervenu sur le code même de fabrication des hommes, afin de permettre à l'humanité de s'élever encore plus. Symboliquement parlant, oui, encore une fois, je sais, le chiffre 3 se rapporte à la communication, et vous constaterez que ces 3 fameux gènes s'avèrent déterminants dans le langage et l'échange verbal de notre espèce. Bon après, moi je dis ça, je dis rien. Pour revenir sur l'ADN mitochondrial, précédemment cité dans les études du professeur Stephen Sykes de l'Université d'Oxford, les analyses poussées ont démontré que, puisque cet ADN ne subit que très peu de modifications au cours du temps, et compte tenu de sa filiation directe avec la lignée matriarcale de l'humanité, l'Ève originelle, la plus ancienne femme commune à l'espèce humaine, remonterait à environ 150 000 ans. Donc, d'après ces analyses, notre arrière-grand-mère commune à tous aurait vécu à une époque où, chronologiquement parlant, les écrits et datations correspondent à l'intervention des dieux Anunnaki, et en particulier d'Enki, sur la création de notre espèce. Au vu de toutes ces analyses scientifiques, de toutes ces recherches et de toutes ces observations menées durant des années sur notre propre génome, sur ce code matriciel qui nous compose et nous permet d'être ce que nous sommes, au vu de la grandeur et de l'importance des informations de cet ADN présent dans chacune des cellules du vivant, il semblerait bien que les preuves tant recherchées sur les origines de l'humanité, les faits incontestables démontrant si, oui ou non, nous sommes liés à une évolution naturelle, hasardeuse, ou si nous sommes le fruit d'une conception intelligente, voulue et réfléchie, ne soient pas forcément visibles uniquement dans le monde extérieur qui nous entoure, dans les monuments, l'histoire ou les textes antiques, mais tout simplement enfouis au plus profond de chacun d'entre nous, au cœur même de nos cellules, dans notre ADN. Si l'on veut réellement comprendre notre histoire, nos origines et notre source si particulière, il pourrait être intéressant de stopper cette vision unilatérale. Arrêter de ne considérer comme possible que ce que l'une ou l'autre des différentes visions du monde peut proposer, pour enfin apprendre à utiliser l'intégralité des connaissances qui nous sont offertes. Les liens entre les faits visibles, analysables et factuels semblent nous démontrer que les plus anciens textes de l'humanité ne sont pas de simples fables mythologiques, et que les informations qu'ils contiennent pourraient bien nous offrir enfin la réponse à cette question lancinante. Mais d'où venons-nous?